Super. Donc, il est midi, on va commencer. Bonjour, bienvenue à cette deuxième séance des espaces entrepreneurs dans le cadre de la série S'associer en affaires qui sont présentés par la Banque nationale. Donc, je sais qu'il y en a plusieurs qui étaient avec nous hier, pardon. Donc, rebonjour. Puis, pour les autres, je vous souhaite la bienvenue à cette série. Je me présente, mon nom est Solène Tanguy. Je suis chargée de projet communication et marketing événementiel au réseau Mentorat. Donc, j'étais animatrice hier, je suis encore animatrice aujourd'hui. Ça me fait super plaisir de vous retrouver ce midi encore une fois. Pour ceux qui étaient là hier, vous le savez, on a parlé des forces du partenariat d'affaires, on a abordé les bénéfices, on a aussi parlé des craintes, puis on a conclu sur le fait qu'en fait, le choix de s'associer en affaires, ça dépend de vraiment plusieurs facteurs. Il n'y a pas une réponse claire, nette et précise de oui, il faut s'associer ou non. Mais dans le cas de nos deux panélistes d'hier, donc Michel Laflamme pardon, et Dany Potvin, l'objectif, c'était vraiment d'aller plus loin, en fait, quand on s'associe en affaires. Il y a beaucoup de facteurs humains qui ont été soulevés. C'est un peu vers là qu'on veut vous amener aujourd'hui. Donc, on va creuser beaucoup plus le côté humain avec des trucs et astuces sur comment vraiment bien stimuler la synergie entre associés. C'est la thématique de la séance de ce midi. Et j'ai la chance d'être accompagnée par Alexandre Vézina, que je vous présente. Donc, Alexandre est mentor chez Sage Mentorat d'affaires. Il est aussi actuellement associé principal et cofondateur de la clinique d'accompagnement entrepreneurial qui offre des programmes d'accompagnement pour les entreprises en développement et en croissance de moins de 20 employés. Depuis plusieurs années, Alexandre a accompagné et conseillé des milliers d'entrepreneurs de partout au Québec. Il a vraiment pour mission de propulser les entrepreneurs et d'améliorer leur situation. Il est aussi auteur de 7 livres d'affaires qui visent à outiller les entrepreneurs au quotidien. Donc, vraiment un très beau parcours pour Alexandre qui est avec nous aujourd'hui. Merci et bienvenue, Alexandre. Comment vas-tu? Bonjour Solène, ça va très bien, toi aussi? Excellent, merci. Moi aussi, ça va très bien. Donc, peut-être pour se réchauffer un peu, là, Alexandre, je te poserai une première question pour aborder la thématique du jour. Donc, on aborde des pistes d'action aujourd'hui pour stimuler la synergie entre associés. Peux-tu nous expliquer, en fait, c'est quoi une bonne synergie selon toi? Pourquoi c'est important d'en parler aujourd'hui? Moi, j'aime parler avec des images, hein. Ça vient cadrer le tout. Quand on parle de synergie, quand on parle d'une business, une entreprise, on parle souvent, l'analogie exacte, c'est le casse-tête. On a un casse-tête devant nous. Être entrepreneur, c'est un casse-tête à la base, hein. Mais la synergie, c'est d'avoir les bonnes pièces dans son casse-tête qui vont s'arrimer adéquatement. Donc, c'est une question d'alignement, c'est une question d'orientation, c'est une question de communication, mais c'est surtout avant tout de s'assurer d'avoir les bonnes personnes avec nous. Hier, dans la séance, il est abordé de plusieurs thèmes super intéressants. Mais le fit, on va en parler aussi. Donc, le fit, ça ne veut pas dire d'être pareil. Ça veut dire qu'on mise sur une complémentarité, mais d'avoir une vision commune, avoir des orientations communes aussi au niveau de l'entreprise. Donc, la synergie, c'est ça. C'est d'avoir les bonnes pièces du casse-tête qui s'arriment une dans l'autre. Oui, absolument. Puis justement, on est ici pour explorer ces pièces de casse-tête-là aujourd'hui. On va pouvoir un peu les identifier, définir comment ils s'agencent ensemble. Donc, ça va être une séance très, très intéressante et riche en contenu. Avant qu'on poursuive, je vais m'adresser un petit peu à notre public. J'ai quelques petites consignes. D'abord, si vous pouvez, je vous invite vraiment à ouvrir votre caméra. C'est toujours plus agréable de voir à qui on s'adresse dans le cadre de ces activités-là. Donc, si vous avez une caméra et que vous êtes et que ça vous tente, ben, montrez-nous votre visage. Au niveau du déroulement de la séance, on n'a pas de période de questions spécifiquement prévue dans l'horaire. Par contre, vous êtes vraiment invités tout au long à partager vos commentaires, vos questions, vos réflexions dans le clavardage. Puis même si vous étiez là hier, il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, n'hésitez pas à les reposer aujourd'hui. Alexandre peut certainement amener aussi un autre angle là, par rapport à certaines questions qu'on a discutées hier. Donc, pour écrire votre question dans le chat, vous avez simplement à cliquer sur la petite bulle en bas de votre écran Zoom. Il y a une bulle qui s'appelle soit converser ou chat, là, des fois, dépendamment si vous êtes en français ou en anglais. Donc, vous cliquez là-dessus et il y a une bulle, une fenêtre qui va s'ouvrir, puis vous pouvez poser vos questions directement dans cette fenêtre-là. Peut-être pour tester justement un petit peu le chat, là, j'ai envie de m'adresser à vous, cher public, pour qu'on lance un petit peu plus la discussion. Donc, aujourd'hui, on va parler de facteurs clés de succès quand on s'associe en affaires. Donc, stimuler la synergie entre associés, mais le côté humain. Donc, vraiment, c'est quoi les facteurs clés pour avoir une bonne relation d'affaires? Je vous poserai la première question.
quels ingrédients secrets contribuent à la synergie entre partenaires d'affaires selon vous? Donc, la question a été affichée dans le clavardage. Je vous invite à nous partager vos idées, vos réflexions. Ça peut nous aider un petit peu à orienter la discussion d'aujourd'hui. Donc, à quoi ça vous fait penser? On a Catherine Desjardins qui nous dit la communication, un ingrédient secret. Ça revient effectivement avec Pierre Vallée. L'humilité, la confiance, l'honnêteté, des valeurs semblables. Les valeurs, ça revient beaucoup. L'écoute, le respect, donc des valeurs encore, le respect, une vision partagée, l'intégrité. C'est tous des bons ingrédients, effectivement. La valorisation du travail bien fait de l'autre et la complémentarité. Tout à fait. Donc, vous êtes actifs dans le chat, j'adore. Merci beaucoup pour vos réponses. Il y a des rencontres régulières aussi qui reviennent. Pierre Vallée nous partage ce commentaire-là. Bref, on va aborder plusieurs angles. On va rejoindre certainement plusieurs des ingrédients que vous avez mentionnés dans le chat. Mais je vais tout de suite lancer la discussion avec Alexandre. Aujourd'hui, on va parler de 3 facteurs principaux pour stimuler la synergie entre associés. Puis le premier facteur que j'aimerais aborder avec toi, Alexandre, c'est vraiment la notion du match entre les associés. Donc, la synergie, ça dépend absolument de la compatibilité, de la complémentarité qu'on avait dans le chat, justement. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, justement, de cette notion-là de match? Comment on fait pour trouver le bon match? Il y a un point super important que j'aimerais ça que tout le monde prenne en note présentement quand on parle d'association, surtout les premiers pas dans l'association, et c'est le suivant: l'urgence de prendre son temps. Donc, l'urgence de prendre son temps pour faire les choses adéquatement. Parce que comme entrepreneur, on a tendance à aller vite, hein? C'est là qu'on fait des erreurs. On s'associe souvent avec des gens qu'on connaît bien, entre parenthèses, ou qui sont proches de nous. Des gens, on fait des associations trop rapidement parce qu'on partage certains éléments, mais on ne valide pas trop en profondeur. Donc, s'associer, je pense que c'est Danny hier qui l'a mentionné dans la séance, c'est comme un mariage, hein? Donc, un mariage, ça ne se fait pas en rencontrant la première personne et en disant « je me marie avec elle ». Donc, ça se passe peut-être à Las Vegas, hein, on s'entend, mais pas nécessairement ici au Québec, et encore moins comme entrepreneur, du moins de préférence. Donc, un mariage, ça se prépare. Un mariage, il y a un temps. Donc, c'est pour ça que je parle de l'urgence de prendre son temps. Donc, j'ai été associé dans 6 entreprises différentes et à chaque fois que ça a super bien fonctionné, il y avait comme des ingrédients clés. Ils ne sont pas secrets, mais c'est des ingrédients clés. Et ça a amené finalement avec une mauvaise association à un moment donné qui a fait en sorte que j'ai développé un processus. Donc, de se développer un processus d'association, c'est super important. Pourquoi? Pour faire des checks, hein? Pour valider. On engage les employés, habituellement, on prend des références, on regarde, même en contexte de pénurie de main-d'œuvre, mais c'est un peu la même affaire. Donc, il y a un processus et c'est à vous de développer votre propre processus. Je vous en propose un aujourd'hui pour éviter des erreurs. Et après ça, c'est à vous de prendre cette recette-là puis faire les ajustements nécessaires pour faire en sorte que ça devienne votre propre recette, votre propre processus d'association chez vous. C'est aussi vrai, même si vous avez une relation avec quelqu'un depuis un certain temps, il y a peut-être des ajustements qui en vaut la peine, puis on va en reparler aussi sur les rôles et responsabilités tantôt. Le premier point super important, c'est de se poser la question suivante. Moi, là, comme entrepreneur, comme individu, pourquoi je souhaite m'associer. Je sais que ça a été abordé hier dans la session un peu, mais c'est vraiment la base. Donc, avant d'avoir une opportunité d'association, il faut valider pourquoi je m'associerais. Habituellement, c'est pour aller plus loin. Habituellement, c'est parce qu'il nous manque des choses à l'interne. Mais quand il nous manque des choses, bien, des fois, on peut les combler peut-être autrement. Donc, ça ne veut pas dire que c'est l'associé qui est la réponse. Souvent, quand on parle de stratégie de croissance, il y a une tactique que nous autres, on emploie qui est le triple B. Je ne sais pas si vous connaissez, qu'on peut résumer beaucoup de décisions de croissance rattachées à ça. Le triple B, c'est build, donc pour bâtir, borrow pour emprunter et buy pour acheter dans la croissance. Mais quand on parle il nous manque des éléments, bien, on peut les développer à l'interne. On peut avoir une équipe de gestion qui va prendre le relais. Borrow, on peut emprunter de l'expertise ailleurs, des consultants, des spécialistes dans des domaines. Puis buy, dans le contexte qu'on discute, c'est vraiment aller chercher un associé. Donc, il y a des alternatives aussi. Donc, il faut valider, est-ce que c'est la bonne alternative de s'associer? Parce qu'il y en a d'autres. Une fois qu'on a décidé qu'on veut vraiment s'associer, bien là, il faut valider à la base avec
quel genre d'individu? Donc, qu'est-ce qu'il nous manque? Donc, il faut apprendre à répondre à cette question-là. Qu'est-ce qu'il nous manque pour aller plus loin avec notre entreprise? Et c'est là qu'on va identifier des éléments clés qui vont peut-être nous amener ailleurs. Donc, c'est quoi notre plan de match? C'est quoi au niveau du développement? Même si vous avez déjà des associés, vous voulez ajouter un associé, mais pourquoi? Qu'est-ce qui nous manque? Donc, c'est-tu pour des raisons stratégiques? C'est-tu pour des raisons de réseau de contacts? C'est-tu pour du développement de marché? C'est-tu pour des ressources financières? Michel, hier, qui parlait de capital de risque. Donc, c'est une forme, mais il y a d'autres formes aussi des types d'associés. Donc, il faut valider ces éléments-là, il faut valider ces motivations-là pour aller plus loin. Donc, les raisons, motivation. Ensuite, le deuxième grand point, c'est d'établir ce qu'on appelle un persona. Donc, pour éviter l'erreur de je connais telle personne, je connais Pierre Duhamel, je veux m'associer avec lui, je discute avec lui, puis on va plus loin. Oui, mais est-ce que c'est Pierre la bonne personne pour mon entreprise? Donc, d'où l'urgence de prendre son temps. Donc, prendre un pas de recul supplémentaire, puis faire un persona. Quand on fait un profil, un persona, souvent on l'utilise dans le contexte de développement des affaires, développement de la clientèle, donc à qui qu'on parle, mais on reprend le concept pour un associé. Donc, c'est quoi le profil de l'associé qu'on souhaite? C'est quoi, la complémentarité qu'on cherche? Quelles sont ses compétences, son expérience qu'on recherche? Donc, on dresse un peu le profil de l'individu qu'on recherche. Donc, ça, c'est Ce la deuxième profil-là, grande phase. ce Oui, profil-là, il est basé, dans le fond, sur les besoins qu'on a identifiés dans le premier élément, là. Donc, de faire une réflexion sur qu'est-ce que j'ai besoin, quelles expertises il faut que j'aille chercher, puis c'est ça qui va alimenter finalement le profil du personnage dont tu parles. exactement. Donc, on se fait un profil type pour cadrer après ça nos recherches. C'est ça qui est important. Donc, la troisième élément dans le processus, c'est de passer à l'action, de rechercher qui pourrait cadrer. Et c'est important, encore une fois, même si on connaît des gens qui pourraient cadrer, on valide ces éléments-là, c'est certain, mais on ratisse un peu plus large. On peut demander à nos banquiers. On peut identifier dans notre réseau de contacts des gens. On partage ce profil-là en disant on recherche quelqu'un pour aller plus loin avec l'entreprise. Voici le profil un peu recherché de l'individu. Donc, on partage cette information-là. J'ai dit banquier, ça peut être notre comptable, nos ressources stratégiques proches, notre réseau de contacts. Ce n'est pas nécessaire de le mettre sur LinkedIn at large là, pour dire on recherche tel type de personne. Il faut rester ciblé quand même. Mais l'idée, c'est d'élargir ses horizons pour pouvoir explorer des alternatives, puis peut-être des super bons associés qu'on n'aurait pas pensé parce qu'ils ne sont pas dans notre réseau de proximité immédiat. Donc, d'ouvrir les horizons, c'est vraiment le thème au niveau du troisième point, au niveau de la recherche. Ça revient à ton point du début de prendre son temps. L'idée, c'est pas de sauter sur la première personne dans notre réseau, c'est plutôt de faire une recherche active de qui sera la bonne personne pour remplir ce rôle-là, là. Tout à fait. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit une chaise vide vaut mieux qu'une chaise mal comblée. Quelque chose dans le genre, OK? Puis je l'ai toujours gardé en tête. C'est vrai dans le recrutement au niveau des ressources humaines, mais c'est vrai aussi dans l'association avec les gens. Parce que si vous avez déjà connu une mauvaise association, vous connaissez les impacts potentiels. Mais il y a beaucoup de bons avec une bonne association. Tu sais, j'en parlais tantôt. Il y a un de nos clients, du jour au lendemain, le lundi matin, l'associé ne rentre pas. Il est directeur d'usine. C'est lui qui gère tout le développement, toutes les opérations finalement à la base. Fait que là, plus rien qui fonctionne. 50 employés qui ne savent pas trop qu'est-ce qu'ils ont à faire parce qu'ils gardaient tout pour lui. Donc, l'idée, ça amène un stress, ça rajoute des complications aussi. Puis, vous le savez, ça, c'est un cas parmi plusieurs, des défis au niveau de la gestion, d'argent, etc. Donc, il faut revenir parce que souvent, on dit que c'est dans l'adversité qu'on voit le vrai visage des gens. Ce n'est pas quand ça va bien, c'est quand il y a un petit conflit ou une petite une intensité des défis qui viennent avec. Puis, dans les prochaines années, puis encore, il va y avoir une tonne d'autres défis, vous le savez, en fonction du contexte. Donc, de revenir rechercher. Ensuite, quand on a identifié certaines personnes, c'est un peu comme une date, un premier rendez-vous. Donc, pour les deux, donc les gens souvent ne vont pas tout laisser tomber les masques. Donc, il y a comme il faut se jauger un petit peu. Donc, il y a des premiers contacts qui sont faits pour valider l'individu, valider comment on sent, nos aspirations, comment on voit le développement d'une business. D'y aller avec les premières questions d'usage et de base.
Et Apprendre à aussi, se connaître vraiment, là, ben, donc tout à de fait. partir des bases. Là. Exactement. Donc, apprendre à se connaître. Puis c'est pour ça que je dis que c'est un processus qui dure 8 mois à peu près. OK? De par expérience. Pourquoi? Parce que souvent, vers 4 mois, le quatrième mois, c'est là que ça casse. Il y a des go-no-go qui se font parce qu'il y a des chocs, parce qu'on a validé certaines choses, puis on ne voit pas le fit. Donc, les rencontres, les premiers contacts, puis de garder des contacts fréquents avec les gens, c'est super important. Donc, souvent à une fréquence une fois par semaine, des fois 2 semaines, des vraies rencontres, des discussions, des échanges pour jaser de l'ensemble de la business. Je vais revenir là-dessus. Ensuite, moi, je vous recommande très fortement de faire passer un profil de personnalité. Nous autres, à l'interne, on utilise le MPO, qui est québécois, mais il y en existe plein sur le marché, juste pour faire tomber certains masques supplémentaires, puis voir l'individu, comment il est, comment il se comporte, donc comment il réfléchit, comment il réagit et surtout comment il agit, donc des comportements prévisibles. C'est souvent à ce moment-là qu'on sort des sources de motivation. On valide les motivations des individus. Puis avec ces outils-là, bien, on peut challenger, on peut en discuter, aller plus loin dans notre discussion pour venir valider ces éléments-là. Donc, Mhm. Mais ça fait justement, partie des éléments. ça rejoint la question. Il y a Catherine Desjardins dans le clavardage qui nous dit quand on ne connaît pas les gens ou même quand on connaît les gens, quelquefois la personne nous dit être comme telle et la réalité n'est pas la même chose. Comment s'assurer que la personne walk the talk? J'ai l'impression que cette astuce-là, justement, de faire un test de personnalité, c'est un des arguments, un des Effectivement. astuces finalement. Tout à fait. Test de personnalité. C'est pour ça que j'ai contact fréquent avec la personne, parce qu'habituellement, le masque, il tombe aux alentours de 4 mois. Puis des fois, on donne des petits devoirs, des choses à faire pour venir tester. Est-ce que la personne, ce qu'elle me dit, elle va le faire? Est-ce qu'elle va respecter ses engagements? Donc, c'est tous ces éléments-là qu'on essaye de découvrir aussi en même temps et de demander des références. Donc, il y a des gens qui connaissent cette personne-là, qui ont déjà travaillé, qui ont déjà été associés ou partenaires avec eux. Comment ça se passe? Donc, pour venir valider ces éléments-là et vice-versa. Donc là, je le mets d'un côté du processus, mais il faut que le processus vienne des deux bords pour s'assurer qu'on est certain, autant nous que le ou les associés potentiels, mais on soit sur la même longueur d'onde. Fait que ça fait partie des éléments. Ensuite, autre point, puis vous allez peut-être me trouver un peu freak, j'ai connu une mauvaise expérience, demander une preuve d'absence de dossier criminel. Fait que OK? jusque-là, quand même, là. Tout à fait. Preuve d'absence de dossier criminel. Et moi, je rajoute aussi habituellement, là, c'est à votre discrétion, bien sûr, mais je rajoute aussi le bilan financier de l'individu avec qui que je veux m'associer. Bref, de ne pas avoir de cachette, pas de cachotterie. Parce que surtout si on veut continuer à développer l'entreprise, je l'ai déjà vu dans un dossier, mais il y a un des associés qui a fait une faillite, ça ne fait pas trop longtemps. Finalement, il devient un boulet pour la croissance de l'entreprise. Donc, il faut évaluer. Puis ça, est-ce que les gens nous disent d'entrée de jeu? Absolument, non. Fait en demandant, en posant ces questions-là, en ayant accès à cette information-là, ça nous permet justement d'aller chercher ces infos-là et de prendre une décision en connaissance de cause. Donc, s'il y a un dossier criminel, bien, ça amène la discussion sur c'est quoi, pourquoi, fait combien de temps. Bon, une balloune il y a 20 ans. Là, de toute façon, je pense qu'il y a des pardons à faire. Hein. Mais des fois, tu sais, il a battu sa femme. Je l'ai déjà vu un de même. Mais il ne voulait pas le dire. Puis là, dossier criminel, ouais, ben, j'ai peut-être été rough un peu avec mon ex. OK, il y a un choc de valeur. Moi, ça ne marche pas. Mais il disait des choses. Mais là, quand c'est arrivé là, ben, fini, une fin de non-recevoir pour moi. Donc, c'est un processus. Tandis que si on ne passe pas au travers de certaines étapes comme ça, ben, on s'associe trop rapidement avec des gens et finalement, ça cause des préjudices. Puis ça peut causer des préjudices réputationnels aussi, à vous comme individu, comme entrepreneur, puis au niveau de la business. Fait que ça fait partie des éléments. Dans les échanges fréquents aussi, on va parler du plan de match, comment on voit le développement d'entreprise. On va y revenir un peu après. Mais avec toutes ces informations-là, cette recette-là, après ça, vous pouvez vous dire, OK, moi, est-ce que ça me tente de m'associer avec un individu comme ça? Y a-t-il une complémentarité? Y a-t-il un fit? Puis, j'ai-tu le goût? Parce que j'ai-tu le goût de me marier? Parce qu'on ne se marie pas théoriquement pour 6 mois. Hein? C'est pour plusieurs années. Donc, j'ai-tu le goût de faire une portion de ma vie d'entrepreneur avec ce ou ces individus-là? Donc, Mhm. c'est dans cette approche-là. Donc, l'urgence de prendre son temps. Oui, tout à fait. Puis est-ce que si on revient un peu plus justement sur la notion de critères, c'est quoi les critères qui font que c'est la bonne personne pour s'associer? On a parlé tout à l'heure des raisons pourquoi on s'associe. Il faut que ça fasse partie de nos critères, mais plus d'un point de vue
interpersonnel, relationnel, est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels faut vraiment être vigilant? Dans le test de personnalité, justement, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut regarder un petit peu plus, là? Bien, il y a plusieurs éléments, mais je vais le résumer en trois. Le premier étant le mode de réflexion. Il y a des individus qui sont très originaux, très créatifs, qui risquent de perdre le côté pratique des choses. C'est parfait. Mais en le connaissant, en le sachant, on peut ramener un peu ces individus-là quand on en a besoin. Et à l'inverse, il y a des gens très pratico-pratiques, très orientés sur le passé. Il y a beaucoup de comptables dans cette catégorie-là, en passant. Donc, très traditionnels, qui ne veulent pas de changement. Fait que ça dépend qu'est-ce qu'on veut, puis en connaissant comment un individu réfléchit, bien, on va venir s'ajuster, s'adapter, mais c'est complémentaire. Mais tout ce qui est complémentaire, souvent, amène des points de friction potentiels aussi. Donc, apprendre à communiquer en connaissance. Donc, souvent, il y a une autre phrase clé que je dis souvent dans ces contextes-là, c'est apprendre, c'est apprendre à comprendre les différences des autres, mais sans être indifférent. C'est la vraie compréhension. Donc, apprendre les différences des autres puis être compréhensif, de pouvoir ensuite s'ajuster, s'adapter, mais c'est des deux côtés, encore une fois, en sachant comment on est. Fait que ça, c'est au niveau comment on réfléchit, comment on réagit. Hein, dans l'adversité, il y a des gens qui vont être très cartésiens, mode solution, puis go, 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 on passe à l'action, tandis qu'il y a des gens qui vont être très émotifs puis qui vont se laisser guider par leurs émotions, tandis qu'il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus axés sur la logique, la rationalité. Encore une fois, c'est complémentaire, mais ça crée des frictions, des fois, juste sur des, excusez-moi le terme, mais des petites niaiseries aussi. Donc, il faut comprendre, agir de ça. Puis après ça, tous les besoins fondamentaux. Tu sais, quelqu'un qui est super affirmatif versus un coopératif. J'ai vu un associé, une association dans le démarrage d'une entreprise. Il y a un gars, mettons qu'on résume son profil, il y en a un, c'est un marathonien. Donc, chaque chose en son temps, focus sur le long terme, puis il passe à l'action continuellement. Puis l'autre, c'est un sprinter. Il y avait chacun leur rôle, leur responsabilité, mais je les avais avertis, vous allez avoir plusieurs chocs d'idées, chocs dans l'action parce qu'elles sont à l'opposé complètement. Est-ce que c'était un bon match pour leur business? Non. OK? Il y avait des complémentarités, mais ils étaient beaucoup trop éloignés sur plusieurs éléments. Donc, c'est nécessaire d'avoir des complémentarités, des distinctions flagrantes, mais pas sur tous les aspects de la personnalité d'un individu parce que sinon, l'écart est vraiment trop grand. Mmh. Fait qu'en fait, il y a pas nécessairement une réponse, une recette exacte de qu'est-ce qu'il devrait avoir comme complément, entre 2 associés. C'est plus d'être à l'affût de ces différences-là, puis de les gérer, j'imagine, par la suite aussi, en le sachant qu'il y en a un qui court un marathon, puis l'autre qui est en mode sprint. Ben, il faut qu'ils se parlent pour se dire: «OK, nous, c'est quoi notre vitesse finalement, là?» Exactement. Puis c'est cette compréhension-là qui est nécessaire, puis de valider est-ce que ça nous tente de travailler avec un individu et vice-versa. Parce que, tu sais, là c'est juste la facette de la personnalité. Il y a toutes les aspirations, les valeurs d'un individu, on y reviendra. Mais ça fait partie vraiment des éléments qui sont flagrants. Vous avez tout un papier puis un crayon, j'imagine? Euh, je vais vous faire un mini-exercice, puis ça va rester ancré dans votre mémoire. Je vois Pierre-Olivier Desrosiers là, dans la salle. Là, je te l'ai déjà fait faire, là, désolé. Euh, Faites votre signature. Prenez le temps de faire votre signature. Vous n'êtes pas obligé de nous le montrer. Ce n'est pas un exercice de fraude qu'on fait aujourd'hui. C'est fait. Pour ceux que je vois le visage, oui, parfait. Changez votre crayon de main. Changez votre crayon de main et faites votre signature. J'ai vu quelques sourires. Est-ce que le résultat est pareil? C'est pas aussi beau, hein? Ben non. Habituellement, là, je suis sûr que si on pose la question là, dans le chat de comment vous vous sentez quand vous signez de la mauvaise main, pour certaines personnes qui sont ambidex, c'est plus facile. Euh, pour les médecins, ça ne change rien, un barbeau d'un bord ou de l'autre, c'est la même chose. Hein? Mais l'idée en arrière de ça, c'est qu'on a toutes nos zones de génie, nos zones d'excellence, nos zones de talent. Donc, le talent, c'est quand on fait quelque chose, puis c'est facile, c'est naturel, c'est un peu comme notre signature. Mais quand on change notre stylo de main, c'est inconfortable, c'est pas naturel, c'est difficile. Là, je ne vous parle pas de sortir de votre zone de confort ou pas. L'idée associée à ça, c'est que c'est beaucoup plus valorisant de travailler sur nos talents puis dans ce quoi on est bon que l'inverse. C'est pour ça que c'est important d'identifier c'est quoi nos talents comme individus, sur quoi qu'on veut miser nous, que l'entreprise a besoin, puis c'est quoi les talents qui sont recherchés par l'entreprise. Et c'est là, quand on parle de fit, de personnalité, oui, mais les talents ensuite vont venir faire toute une différence
Donc, c'est quoi les talents qu'on recherche à aller De chercher puis qu'on s'assurer, dans le fond, recherche? que chacun des associés sont sur leur X finalement. C'est moi, je suis bon là-dedans, je suis bonne là-dedans, ben, on va me placer dans tel rôle versus mon associé qui est meilleur dans telle situation. Donc, c'est dans cette complémentarité-là, puis dans cette reconnaissance finalement de qui on est, c'est ça qui va alimenter la stratégie de comment on va fonctionner par la suite, là. Donc, tout à fait. Tout à fait. C'est un bon exercice. Oui, mais souvent, on le néglige puis on l'oublie. Mais c'est des questions essentielles à se poser, puis c'est les éléments qu'on doit valider également, parce que c'est ce qui va faire une réelle différence. Puis c'est ce qui va. Tu sais, l'objectif, c'est d'amener l'entreprise plus loin, habituellement. Donc, il faut s'assurer d'avoir les bons ingrédients pour y aller plus loin. Ce pas des ingrédients secrets, mais c'est des ingrédients qui sont essentiels, finalement, pour continuer notre développement, puis que des fois, on néglige. Donc, c'est pour ça que je fais faire souvent l'exercice de la signature pour revenir à, oui, quand est-ce que moi, je signe du bon côté, puis quand est-ce que je ne suis pas du bon côté, puis que c'est inconfortable. Mais c'est la même chose pour vos employés, c'est la même chose pour vos associés. Donc, si on prend un individu qu'on le met dans le mauvais rôle, bien, on n'aura pas les performances souhaitées. Pourtant, c'est un bon associé peut-être, mais qui ne travaille pas dans ses zones de talent et ses zones d'excellence. Donc, il y a ça aussi qui est à valider finalement. Mhm. En fait, si on résume un petit peu là, cette première thématique qui était de trouver le bon match, l'important, ce que j'entends, c'est de prendre son temps finalement, donc de ne pas sauter sur la première occasion, plutôt réfléchir, avoir une stratégie derrière ça, puis planifier là, comment on va recruter la bonne personne, de définir c'est quoi nos besoins, donc pourquoi on va chercher une expertise autre, puis ça va servir à quoi finalement pour l'organisation. Puis ensuite, tu parlais du persona, donc définir c'est quoi la complémentarité des personnalités, savoir un petit peu plus justement qu'est-ce qu'on va chercher en allant chercher un associé. Puis finalement, ben, passer à l'action, comme tu l'as dit, donc d'aller creuser plus loin que juste dans notre réseau en superficie, mais plutôt d'aller trouver la bonne personne pour s'assurer que c'est cette personne-là qui va aider à aller plus loin avec l'organisation. Tout à fait, Euh, parce que souvent, juste avant de tomber dans l'autre bloc, oui, Solène, vas-y. souvent on s'associe avec des amis ou des gens qu'on connaît depuis longtemps, des fois même notre conjoint, conjointe, mais c'est-tu vraiment la bonne personne ou on le fait uniquement par opportunité qui s'est présentée? Donc, vaut mieux, puis c'est un peu l'idée avec ce que je vous partage aujourd'hui, c'est d'être proactif. Donc, être proactif, c'est provoquer, mais de nous-mêmes. Donc, quand on est réactif, il y a une opportunité qui nous arrive, mais là, on valide. Dans les associations, c'est les mêmes affaires. Il y a des choses qui nous arrivent, on les saisit parce qu'ils sont faciles à saisir. Mais est-ce que c'est les bonnes opportunités? Est-ce que c'est les bonnes opportunités d'association? Pas nécessairement. Donc, des fois, comme entrepreneur, on veut aller vite puis on est lâche un peu. Hein? C'est normal avec tout ce qu'on vit. Mais l'idée, c'est vraiment de revirer les choses de bord et de dire, OK, je me fais un petit processus, j'essaie d'être rigoureux dans ma démarche pour vraiment pas laisser passer certaines choses puis aller au cœur, à l'essentiel. Puis finir par le tester aussi. Là, tu nous donnais des exemples d'aller chercher justement le dossier criminel, des choses comme ça. Là. Donc, de tester que à une fois qu'on a choisi une personne, ben, ça concorde finalement avec notre impression qu'on a d'elle. Fait que, tout à fait. Ben, c'est toutes des super bonnes pistes pour le match parfait finalement. Si on passe à la prochaine thématique, une fois qu'on a le bon match, là, puis qu'on a testé que bon, la personne a rejoint nos valeurs, etc., j'aimerais ça qu'on se tourne un petit peu plus vers le sujet de la vision. On le sait, là, le partage d'une vision commune, c'est toujours au cœur là, de la réussite d'un projet, d'une entreprise. Donc, comment on fait pour s'assurer qu'on a une vision commune puis qu'on est aligné justement sur la notion de vision? Parfait. Euh, Juste avant, j'étais en phase terminale de rhume. OK? Donc, j'ai un petit chatouillis dans la gorge puis j'ai le goût de tousser. Fait que ne m'en tenez pas rigueur, je me prends une passée. Fait que vous allez voir peut-être quelque chose bouger dans ma bouche, mais je ne veux pas vous envoyer des virus, encore moins des virus informatiques là, présentement. Non, sérieusement. Euh, il y a des questions d'éthique qui doivent être soulevées de front. Puis tout au long du processus, dans les discussions qu'on a avec nos associés potentiels, puis même avec nos associés, des fois, une mise à jour peut en valoir la peine. Il faut revenir à la base. Donc, vous-même, vous questionnez sur, je pense que Danny l'a partagé un peu hier, là, quelles sont vos aspirations à vous comme individu, vos aspirations personnelles, vos aspirations professionnelles. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Quelles sont vos propres valeurs personnelles? Donc, qu'est-ce qui vous tient à cœur? Je vous rappelle, une valeur, c'est quelque chose pourquoi qu'on serait prêt à se battre pour.
Pour certains, ça va être la transparence, l'authenticité, la loyauté, la famille, le travail. Donc, il y en a plein, plein, plein. Fait que même, je vous recommande de vous sortir une liste. Là. Nous autres, on a une liste qu'on utilise, mais sur Internet, liste de valeurs personnelles, vous allez en trouver. Ça peut vous aider puis venir définir un peu ces éléments-là. Parce que ça va amener ensuite la conversation avec vos associés potentiels ou même vos associés actuels. Donc, vos aspirations, les clarifier vous-même, parce que vos aspirations, quand vous aviez 20 ans versus 40 versus 60, il y a eu des changements qui se sont passés. Donc, de faire une mise à jour de ces éléments-là. C'est de savoir se connaître avant tout. J'ai l'impression que c'est ce que tu nous dis. Il faut, Ah, faut tout à se fait. connaître, savoir qu'est-ce qu'on veut avant d'aller demander à quelqu'un d'autre de nous rejoindre finalement. Oui, parce que c'est dur d'avoir une conversation avec quelqu'un, une conversation honnête, en partageant qu'est-ce qu'on veut avec l'entreprise, comment on veut développer cette entreprise-là. C'est nous-mêmes, ce n'est pas en cohérence avec qui on est directement. Et vice-versa, en partageant ces éléments-là avec nos associés potentiels, on va les faire eux autres aussi partager sur leur côté humain, pas uniquement sur le côté business. Donc, d'apprendre à connaître un peu plus pour s'assurer que ces aspirations-là soient aussi, bon, il y en a qui sont séparés, mais qu'il y ait certains points d'ancrage, certaines aspirations qui sont communes, qui vont dériver dans l'entreprise, qui vont faire partie des fondations d'entreprise aussi. Donc, de ces aspirations-là, et ensuite les valeurs personnelles, bien, veut pas, les valeurs personnelles de votre associé potentiel, bien, ou actuel, va venir aussi créer un point, autant un point de friction potentiel qu'un point de complémentarité. Puis ça prend des points d'ancrage, des attaches, il y a des éléments qui doivent être forts. Fait que je n'ai même pas parlé de la business encore. On est juste sur le côté humain, le côté individu. Après ça, là, on commence à parler business. Donc, mission, vision, valeurs communes, partagées. Mais quand je parle des valeurs de l'entreprise, ensuite, c'est quoi le plan de match? C'est quoi le plan de développement? Qu'est-ce qu'on fait le jour 1? Donc, les grandes lignes, mission, vision, valeurs, mais après ça, on tombe dans l'opération. Service client, à quoi qu'on veut ça ressemble? Les opérations, les produits, services, comment ça va fonctionner? Comment on voit le développement? Notre approche marketing. Donc, vous pouvez utiliser des outils comme le BMC, le Business Model Canva, faire un plan d'affaires, sinon. Mais l'idée, planification stratégique, mais l'idée, c'est de se poser les bonnes questions puis d'y répondre ensemble pour dire oui, on est d'accord. Donc, c'est une série de oui, puis de trouver des points où est-ce que vous allez être en désaccord, mais justement pour pouvoir échanger, communiquer. Si c'est oui partout, ça ne marche pas. Donc, ça prend quand même certaines frictions pour justement communiquer puis apprendre sur quel point vous allez devoir finalement soit vous-même faire certaines concessions et l'autre aussi. Donc, il va y avoir de la négociation, mais c'est une base de communication. Puis ces échanges que vous allez avoir là vont vous amener plus loin, finalement. Ça va vous permettre de valider tout le processus futur de décision que vous allez avoir dans l'entreprise par des petites décisions qui vont avoir une influence. Mais après ça, dans le feu de l'action, quand vous allez avoir des défis, mais ça va être beaucoup plus facile de s'entendre parce que vous allez avoir déjà vécu un certain processus communicationnel, que vous allez une dynamique de communication que vous allez voir en fonction de qui vous êtes, de l'individu aussi que vous avez en face de vous. Donc, c'est comme de se servir finalement de cet exercice-là, de faire un plan d'affaires, de faire une planification stratégique ou un BMC, justement. L'exercice en soi devient vraiment important pour développer la relation avec l'autre puis apprendre à se connaître, justement. Donc, il faut le voir un peu plus comme un outil aussi à comment on va mieux collaborer en faisant ces exercices-là. Tout à fait. Puis, tu sais, dans la première partie, on a parlé beaucoup de l'individu, hein, les fits d'individus. Mais là, après ça, c'est les premières étapes. Mais après ça, c'est vraiment, OK, business, opération, justement pour pouvoir voir la dynamique, pour pouvoir voir aussi, après ça, dans le feu d'action, comment on risque de se comporter un et l'autre quand il arrive sur des éléments, des enjeux qui viennent toucher nos convictions également. Donc, ça crée un cadre. Puis, toutes ces questions-là nous amène plus loin, amène notre propre réflexion plus loin, amène des angles morts qu'on n'avait pas vus niveau business, mais justement, ces angles morts-là, en discutant avec l'autre, mais ça va permettre d'aller plus loin parce que finalement, quand on est rendu en affaires, ce type de conversation-là, en fonction des défis du quotidien, on les a régulièrement. On continue. Ah, il arrive telle situation, comment qu'on se comporte? Donc, puis après ça, toi, comment tu vois ça? Moi, comment je vois ça? Qu'est-ce qu'on fait pour aller plus loin? Puis
Qu'est-ce qu'on fait pour faire les choses différemment? Puis, tu sais, quand ça va bien, c'est le fun. Quand ça va moins bien puis qu'il commence à avoir moins d'argent, bien justement, comment on se comporte? Qui remet de l'argent? Quand il y en a un qui remet 100 000 puis l'autre ne met pas une scène, ça amène d'autres genres de conversations. On s'entend. Donc, l'idée, c'est tous ces éléments-là. Donc, qui amènent, là, je parle un peu d'argent, là, juste rapidement, qui amènent à valider en même temps sur papier quel est le niveau de risque que chacun des individus est prêt à prendre avec la business. Donc, c'est quoi les risques qu'on est prêt à prendre? Souvent, on ne se pose pas cette question-là. Donc, on fonce. Mais quand je parle de risque, il y a de l'argent, oui. Puis, il n'y a pas juste de l'argent. Tu sais, je parlais tantôt de réputation. Il y a des impacts sur la famille. Hein? Être en business, ce n'est pas tout le temps du 9 à 5, qu'on est tout le temps avec la famille, constamment. Donc, il y a des risques. Donc, es-tu prêt à perdre ta famille? Oui ou non? Es-tu prêt à perdre l'argent? Par défaut, théoriquement, c'est oui. Mais combien? Jusqu'où? Ça, c'est le genre de discussion. Moi, il y a eu une entreprise qui m'a coûté très cher. Je ne donnerai pas de montant, quelques centaines de mille. Puis finalement, au départ, on ne s'était pas posé la question suivante. Quand est-ce qu'on arrête? C'est quoi le risque qu'on est prêt à prendre? Pour dire, ça devient une espèce de point de rupture. Puis à cette époque-là, j'avais de l'argent. J'en ai encore, mais c'est différent. Puis un de mes associés était multimillionnaire aussi. Fait que, tu sais, c'est comme si la facilité, c'était de réinjecter de l'argent. Il y avait des problèmes, bon, on remet de l'argent. Tu sais, au début, c'est un 5 000, après ça, un 20 000, un 50 000, un 100 000. Puis là, il arrive à un moment donné qu'il dit là, on fait juste garocher de l'argent par les fenêtres, qu'est-ce qu'on fait? Puis ça a amené son lot de conversation qu'on aurait dû avoir au préalable. Donc, quand je parle au niveau de la gestion du risque, c'est un peu ça aussi. Jusqu'où on est prêt à aller? Si jamais ça va mal, si jamais ça va bien, c'est le fun. Mais ça ne va pas toujours bien, vous le savez. Donc, jusqu'où on est prêt à aller? Qu'est-ce qu'on est prêt à risquer? Puis quand est-ce que ça vaut la peine, si on a le bras pris dans le tordeur, là, de couper? Là? Quand est-ce qu'on coupe? Qu'on a essayé puis qu'il faut passer peut-être à autre chose? Fait que ça fait partie des discussions préalables qu'on devrait avoir. Parce que pour certaines personnes... Oui. J'allais juste rajouter, en fait, préciser, dans l'idée de la vision partagée, c'est pas juste de OK, l'entreprise, on la voit aller à tel endroit. C'est nous, on a quoi comme tolérance au risque? C'est quoi notre vision du travail aussi, comme tu disais tantôt, l'impact sur la famille, des choses comme ça. Si on n'a pas la même vision par rapport à ces éléments-là, qui ne sont pas nécessairement la vision de l'entreprise, mais plutôt la vision individuelle de l'entrepreneur, bien, ça ne peut pas fonctionner si on ne se le dit pas. C'est aussi des éléments à considérer dans le partage. C'est effectivement à considérer parce que tu sais, tout ce qu'on vient de mentionner là, ça fait tous des points de friction potentiels. Donc, il faut identifier. Si je veux résumer tout ça, ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant, il faut identifier les points de friction potentiels entre les associés, puis trouver la façon que ça va être géré au fur et à mesure. Donc, c'est un peu ça qu'on cherche à valider. Donc, quand on parle de gestion du risque, ben, c'est des frictions potentielles. Quand on parle d'argent, c'est des frictions potentielles. Quand on parle de développement d'entreprise, bien, ça reste, c'est des frictions potentielles aussi. Donc, tous ces éléments-là doivent être pris en considération. Puis c'est vrai pour toutes les formes juridiques. Parce que puis peu importe le pourcentage des parts qu'on a dans une entreprise ou que l'associé a aussi, même si on est majoritaire à 90 l'autre à 10 c'est pas grave. Il faut valider quand même ces éléments-là. Si il y a les coops, on en voit de plus en plus des coops de travailleurs qui se mettent ensemble pour racheter des entreprises ou investir dans le développement d'une entreprise, mais c'est tous des questionnements qu'on se doit d'avoir également parce qu'il y a un impact. Donc, il faut chercher les points de friction pour minimiser l'impact négatif potentiel au niveau de l'entreprise. Puis il y a tellement de facteurs qui peuvent faire justement des points de friction. Puis peut-être j'irais sur la question qu'on a dans le chat, est-ce que les valeurs doivent obligatoirement être les mêmes ou il peut y avoir des complémentarités aussi dans les valeurs? Tu sais, je pense que c'est une très bonne question. Est-ce qu'on est obligé de penser la même chose en tant qu'individu pour être associé en affaires ou pas forcément? Pas forcément. Mais il faut qu'il y ait des similitudes. Donc, c'est ça qui est important parce que dans les valeurs, il y a des familles de valeurs qui existent aussi. Je ne veux pas rentrer dans tous ces détails-là, mais supposons qu'on parle de transparence, d'authenticité, d'honnêteté, on s'entend pour dire que c'est dans la même famille de valeurs, même si on a une définition qui va être différente. Donc, juste là, si on a des points semblables dans ces familles de valeurs-là,
ça va être beaucoup plus facile. Est-ce qu'il faut qu'ils soient tous pareils? Non. Puis, exemple, pour moi, la loyauté peut être le premier, le respect peut être le deuxième, tandis que pour, supposons, Patrick, ça va être la loyauté puis le respect, ça se peut qu'ils ne se retrouvent pas dans les premiers ou qu'ils vont être 4, 5e dans sa liste, à peu près. Donc, ça va être important, mais moins important que certaines autres choses, certains autres éléments. Donc, c'est ça qu'il faut valider. Donc, est-ce qu'il faut que ça soit tout pareil? Non, mais ça en prend quand même certaines complémentarités pour pouvoir aller plus loin puis s'assurer finalement d'avoir un fit. Puis, il y a juste un point que je veux rajouter aussi là-dessus. On évolue tous, hein? C'est une dynamique évolutive, être en affaires. Bien, la vie en général, mais être en affaires aussi. Donc, ça se peut qu'il y ait des valeurs qui étaient super importantes pour moi il y a 5 ans, qui le sont un peu moins aujourd'hui. Donc, dans notre ordre. Puis peut-être que c'est la même chose aussi pour nos vis-à-vis. Donc, une mise à jour, faire l'exercice là, de faire une mise à jour de quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi, quelles sont mes valeurs personnelles super importantes, puis pour mes associés, ça vaut la peine de le faire une fois de temps en temps. Donc, de mettre des mots sur certains éléments, de venir décrire dans ses propres mots qu'est-ce que, exemple, on parle de respect. Qu'est-ce que le respect veut dire pour moi? Mais peut-être que cette valeur-là, pour Danny, c'est super important le respect. Mais le respect de quoi? Le respect des autres, le respect de soi, le respect au sens large. Donc, de venir définir après ça, le respect pour moi, c'est quoi? Le respect pour toi, c'est quoi? Puis on s'entend sur une définition commune. Finalement, c'est un peu ça l'exercice qu'on se doit de faire. Donc, une mise à jour est vraiment essentielle. Puis c'est très rare d'avoir exactement les mêmes valeurs au même degré, au même niveau entre individus. Donc, la personnalité, c'est un point. Les valeurs, c'en est un autre. Les aspirations aussi, c'est un troisième ingrédient qui est super important. Puis justement, ça revient à ce que Patrick Lessard nous dit dans le chat. Deux individus n'auront jamais les mêmes valeurs. Effectivement, on ne peut pas s'attendre à être exactement pareil comme son associé. Mais ce que j'entends, c'est qu'il faut s'assurer que les valeurs qu'on a, en fait, ils peuvent cohabiter, même si ce n'est pas les mêmes. Il faut que ça soit quand même en adéquation, qu'on puisse travailler ensemble avec les valeurs qu'on a, justement. Donc, de ne pas être nécessairement pareil, mais de s'assurer que ça fonctionne quand même là, dans la vision puis les intérêts, en fait, envers l'entreprise. Oui, puis pour ajouter sur ce que Patrick a écrit, être pareil, identique ou presque à un associé, c'est un frein pour le développement de l'entreprise. Donc, c'est vraiment un frein. On ne peut pas aller plus loin. Au début, ça va être une lune de miel, là, mais rapidement, ça va amener certaines choses parce qu'on va vouloir travailler sur les mêmes éléments, on va vouloir prendre les mêmes genres de décisions, on va vouloir, il n'y aura pas d'idées vraiment qui vont ressortir supplémentaires ou c'est de l'action qui va nous manquer quelque part. Donc, être pareil qu'un associé, c'est souvent un frein où ça nous ralentit que quelqu'un qui est complémentaire. Puis quand je parlais de complémentarité tantôt, ce n'est pas d'être pareil, mais ce n'est pas d'être différent surtout non plus. C'est d'avoir des points de rapprochement, puis certains éléments qu'on est complémentaires. Parce qu'effectivement, en ayant des opinions divergentes, ça aide à discuter puis à faire avancer la réflexion. Fait que certainement, il y a une grande richesse d'avoir des différences d'opinion dans un contexte de partenariat d'affaires. Je t'amènerai sur le troisième point, troisième facteur de succès. Donc là, on a parlé de trouver le bon associé, de partager une même vision. On n'a pas nécessairement les mêmes valeurs, mais on est quand même capable de se rejoindre sur certains points. Le prochain facteur que j'aimerais aborder, c'est la définition des rôles et des responsabilités. On en a parlé un petit peu hier avec Michel et Dany. C'est vraiment quelque chose qui ressortait comme quoi dans leur parcours, ça aurait été important dès le début de définir les rôles et responsabilités, puis ça l'a été dans leurs expériences ensuite. On ne veut pas se marcher sur les pieds, on veut optimiser justement la complémentarité de notre match, tu en as parlé, mais comment on s'y prend? Comment on fait pour définir les rôles et responsabilités? Good. Question de se mettre au même diapason, là. Habituellement, dans une structure d'entreprise, que vous soyez deux associés à quelques employés ou que vous soyez 200, il y a comme une structure avec certains chapeaux, je vais le dire comme ça. Puis il y a 3 grands niveaux dans une structure, surtout avec des associés. Un, ce qui est vraiment à 10 000 pieds dans les airs, c'est la gouvernance. Je sais que Michel en a parlé beaucoup hier, là, mais la gouvernance. La gouvernance, si on le résume, c'est tous les mécanismes, les règles au niveau de la vision, mission, les valeurs de l'entreprise, les fondements d'entreprise, puis après ça, tout ce qui touche les décisions stratégiques, les orientations stratégiques. Donc, habituellement, c'est le conseil d'administration qui gère cet aspect-là.
Okay? Donc, les associés ensemble, quand ils se font des meetings régulièrement pour parler de décisions, d'éléments stratégiques pour le développement d'entreprise, ça, c'est de la gouvernance. C'est souvent le rôle des actionnaires et le rôle du conseil d'administration. Ensuite, le deuxième niveau, qui est un peu en bas de ça, c'est ce qu'on appelle l'intendance. L'intendance, c'est la direction générale d'une organisation ou d'une entreprise. Donc, qui est en charge d'opérer le plan de match? Donc, il y a les grandes orientations stratégiques, mais après ça, tu as la personne qui fait le plan de match, qui s'assure de déléguer pour que ça soit exécuté. Mais ce n'est pas l'individu qui va exécuter ce qu'il y en est, mais il va coordonner, il va diriger. Donc, et on tombe justement au troisième niveau qui se trouve être les opérations, faire la job au quotidien. Donc, tu as une direction qui dirige ces éléments-là. Donc, c'est les trois niveaux. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que les rôles sont différents dépendamment de ces niveaux-là. Les responsabilités sont différentes aussi. Puis, ça amène, ça, c'est les rôles en fonction de ces éléments-là. Ensuite, on tombe dans les responsabilités. Je vous donne un peu ces éléments-là parce qu'il faut qu'on parle de la même affaire. Quand on parle de responsabilité, c'est être redevable de quelque chose, être imputable des résultats. Ça, c'est des responsabilités. Et finalement, on tombe dans les tâches. Souvent, les tâches, c'est faire la job. Donc, les tâches découlent des responsabilités. En général, on parle qu'un individu, que ce soit un employé ou un associé, va avoir, un actionnaire, va avoir entre 3 et 7 responsabilités. Puis toutes les tâches vont découler de ces responsabilités-là. Donc, il y a un niveau d'imputabilité qui vient avec. Donc, il faut identifier ces éléments-là. Puis dans une organisation, dépendamment du rôle, si on a le rôle du directeur, bien, on va avoir des responsabilités précises rattachées à ça. Si on a un rôle au niveau des communications, marketing, bien, il va avoir des responsabilités imputables à ça, au niveau de la supervision, ou des opérations, de la job, de la qualité, peu importe. Donc, on développe un peu les éléments de même, puis on tombe dans les responsabilités. Je vous partage rapidement mon écran. Nous autres, il y a un outil qu'on utilise à la clinique. Vous voyez mon écran? Oui, on voit ton écran. Bingo. Donc, souvent, nous autres, on appelle ça un tableau des responsabilités. Là, donc, c'est quoi le poste, etc. Mais on le fait pour chacun des associés aussi, pour dire c'est quoi la raison d'être de ce poste-là, quelles sont les grandes responsabilités avec le pourcentage du temps, puis quelles sont les tâches qui découlent des responsabilités. Puis ça, c'est fait pour chacun des postes, mais pour chacun des associés aussi. Et on utilise aussi structure. Je vous ai fait un exemple. Là. Donc, comme je disais, conseil d'administration qui est la gouvernance, la direction générale qui est l'intendance, puis après ça, il y a des rôles opérationnels, administratifs, puis souvent au niveau de vente marketing, qu'on redivise. Quand on est une petite entreprise, la beauté de la chose, c'est qu'on a plusieurs chapeaux. Hein? On est autant le concierge qu'on est la personne au niveau de service à la clientèle. C'est tout à fait normal. Mais il arrive un moment où, justement, avec des associés, qui prend quel rôle, qui prend quelle responsabilité. Puis après ça, bien, pour chacun de ces éléments-là, le conseil d'administration, c'est quoi les responsabilités, quelles sont les tâches? La direction générale, responsabilité, les tâches. Puis c'est qui fait ça? Au niveau de l'administration, comptabilité, finance, capital humain, support administratif, opération, nous autres, c'est parce que c'est de l'accompagnement, services technologiques, support technologique, clientèle, vente marketing, vente, développement des affaires, communication. Donc, il y a toutes des responsabilités pour chacun de ces chapeaux-là, avec des tâches qui découlent. Donc, pourquoi je vous partage ça rapidement? Je sais, je vous en rajoute, là. Mais vous devriez avoir un type de tableau comme ça pour venir clarifier qui fait quoi, qui est redevable de quoi. Puis surtout, quand on est une petite organisation puis avec des associés, ça se peut qu'un des associés va assumer le rôle de direction générale avec des responsabilités, qui va donner des directives à un autre des associés, autant qu'à des employés. Puis qu'après ça, bien, la chaîne de communication fait en sorte que s'il y a des décisions stratégiques, bien, on va remonter en conseil d'administration ou on va avoir des meetings. Mais dans les opérations, ça va être autre chose. Donc, la chaîne de commandement de responsabilité doit être respectée aussi. Donc, on repart avec les communications. D'où l'importance de clarifier. Puis quand on parle de coop, hein, de travailleurs, ça, il faut que ça soit encore plus clair. Parce qu'habituellement, surtout dans les structures, on en a fait une dernièrement, là, ils veulent tout être au même niveau. Hein. Mais à un moment donné, ça prend au moins une personne qui coordonne ce qui a été décidé dans le conseil d'administration. Donc, c'est important. Fait que
quand on prend le temps de valider ces éléments-là, ça nous permet d'aller plus loin. Vu qu'on est ensemble aujourd'hui, trouvez-moi sur les médias sociaux ou sur Internet, envoyez-moi un courriel si vous voulez, puis je vais vous envoyer le tableau de responsabilité, puis le tableau au niveau de les grandes responsabilités, puis les chapeaux, les fichiers Excel qu'on a montés. Ça va me faire plaisir de vous les partager. Ça peut vous donner quand même un point de départ. Faites pas un copier-coller, mais ça peut vous donner un point de départ pour vous-même clarifier les responsabilités, autant pour l'ensemble de l'organisation, mais encore plus pour les associés. Qui fait quoi? Donc, de valider la chaîne de commandement, les rôles, responsabilités, puis surtout les tâches qui découlent de ces responsabilités-là. Donc, ça permet de venir clarifier beaucoup, beaucoup de choses. L'idée, c'est de le mettre sur papier, en fait, de mapper la structure, donc où on se situe en tant qu'associé dans la structure, quel rôle on prend. Donc, dépendamment de la grandeur, de la grosseur de l'entreprise, évidemment, ça va varier, mais il y a Patrick justement qui parle d'un exemple d'organigramme. Effectivement, ça peut Ben, c'est rejoindre. exactement ça. Oui, mais Ouais. l'organigramme de base dans votre organisation va vous permettre de venir valider, OK, c'est parce qu'il en partage un, là, mais va venir valider ensuite de ça qui fait quoi. Puis, dépendamment de la structure, ben, c'est plus petit, mais il va y avoir quelques responsabilités supplémentaires, mais de venir s'assurer qu'il n'y ait pas de trou. Puis, est-ce que c'est comblé par nous, par des associés ou encore par des employés? C'est ça qui va arriver aussi. Donc, ça fait partie des éléments, des questionnements qu'on doit avoir, des discussions qu'on doit avoir, parce que si on a un associé qui est censé être responsable de certains éléments, mais que les résultats ne sont pas là, ben, ça va amener d'autres genres de discussions. Puis est-ce que tu as un exemple justement de soit un bon exemple d'un associé qui prend tel rôle dans une organisation ou un mauvais exemple? Cet associé-là n'aurait probablement pas dû prendre ce rôle-là, tu sais. Mais tu sais, c'est toute une question de. Il y a des questions. Je vais jouer mon politicien, je ne répondrai pas directement à ta question. Vas-y, Euh, vas-y. il y a une question qu'on devrait se poser puis se reposer régulièrement, puis c'est qu'est-ce qu'un bon associé pour votre entreprise? Puis après ça, est-ce que tout le monde qui est associé répond toujours positivement à c'est quoi un bon associé? Puis après ça, vous-même vous posez la question, suis-je un bon associé? Parce que ça amène un niveau d'introspection. Tu sais, je vous le partage en toute humilité. Là. Il y a 2 ans, pour une de mes entreprises, je me suis posé cette question-là, suis-je un bon associé? Et la réponse a été non, parce que je suis dans cette entreprise-là un investisseur plus stratégique, passif, mais j'apporte plus de plus-value versus il y a 10 ans quand j'étais dans cette main, que j'étais plus impliqué. Fait que j'ai dit à mon associé, Johan, j'ai dit, Johan, je pense qu'il est le temps que tu me rachètes. J'apporte plus de valeur. Plus que le temps passe, moi, je suis content parce que l'entreprise continue à prendre de la valeur. Mais je ne considère pas que je suis un bon associé présentement. Puis je ne vois pas dans le futur comment je vais pouvoir redevenir un bon associé pour cette entreprise-là. Donc, ça prend une dose de réflexion, d'humilité, mais ça amène aussi la question un peu la stratégie de sortie. Quand est-ce qu'on sort? Ou quand est-ce qu'on sort tel associé? Parce que le contexte change. Regardez les 3 dernières années, là. Il y a eu beaucoup de changements, n'est-ce pas? Qui fait en sorte que le modèle d'affaires, il faut qu'il évolue. Fait est-ce que j'ai les bonnes personnes encore aux bonnes chaises? Qu'est-ce qui nous manque? Est-ce qu'il faut que je le comble autrement? Parce que des fois, il y a des associés que vous allez peut-être décider de racheter pour finalement intégrer d'autres associés qui vont vous permettre d'aller plus loin. Puis, il faut se reposer, il faut avoir cette introspection-là une fois de temps en temps pour faire les ajustements, puis éviter finalement de traîner un boulet ou d'être nous-mêmes un boulet et un frein pour la croissance de l'entreprise. C'est de se questionner sur, entre autres dans le cadre des rôles et responsabilités, est-ce que la structure est toujours adéquate? Puis est-ce que les responsabilités devraient évoluer? Parce que comme dans ton cas, 10 ans plus tard, tu n'étais pas nécessairement dans la même situation, tu n'avais pas forcément les mêmes responsabilités que tu aurais eues au début. Fait qu'il faut que ça évolue, en fait. C'est quelque chose Bien, d'évolutif tout à qu'il faut. fait. Puis tu sais, un point rattaché à ça, là, un peu, là, vous devriez avoir des meetings régulièrement avec vos associés. C'est le conseil d'administration formel, planifié dans l'horaire, où vous revenez sur des points essentiels, sur des questionnements, parce que sinon, on le fait au courant des opérations dans la semaine. Ça, ce n'est pas efficace. Donc, il faut se réserver un temps pour pouvoir jaser de façon stratégique. Puis, dans la semaine, c'est le côté tactique ou opérationnel qu'il faut gérer le plus possible. Puis ça permet aussi, s'il y en a un de vous qui joue le rôle un peu plus de directeur,
ben, de se préparer puis arriver avec la bonne information pour prendre les décisions ensuite. Fait que c'est de le mettre sur papier puis de se le remettre régulièrement à l'ordre du jour de Ah, toi, c'est ton rôle, c'est ça, toi, ta responsabilité, c'est ça. Est-ce que ça fonctionne toujours? Puis ça permet aussi, j'imagine, d'anticiper tout ce qui est conflit, toutes les situations stressantes. Quand on sait qu'est-ce qu'on a à faire puis c'est quoi notre rôle, c'est certainement une manière de contourner les conflits puis le stress relié à ça. Là. Fait que... Oui, puis avec le temps, on a une confiance qui se bâtit, qui s'établit parce que les gens ont respecté leur rôle, ont respecté leurs responsabilités, ne sont pas venus jouer dans les plates-bandes des autres. Puis ça fait partie du danger. Quand les rôles et responsabilités sont plus ou moins clairs, bien, tout le monde veut jouer ou empiétrer sur la job de l'autre jusqu'à un certain point, sur les responsabilités de l'autre. Puis ça crée de la confusion. Puis dans une business, ce qu'on cherche à faire, c'est éliminer cette confusion-là, éliminer ce brouillard-là pour s'assurer d'être clair et de tout être orienté sur le développement d'entreprise, puis que chacun a un rôle à jouer et chacun joue le rôle qui est important pour lui pour pouvoir faire avancer, faire progresser l'entreprise. On a une question dans le clavardage. Comment déterminer à quoi je peux m'attendre de toi, cher associé? À quel point faire confiance? Vas-tu auditer ton associé? Bien, au départ, quand on parlait de bilan financier, ça permet de valider certaines choses. Les attentes, on n'a pas trop parlé, là, mais c'est quoi les attentes de chacun face à l'autre, face à l'entreprise? Donc, quelles sont nos attentes? Quelles sont nos attentes communes, mais quelles sont nos attentes individuelles aussi? Il faut les clarifier. Puis quand je parlais tantôt de mise à jour, il faut le faire régulièrement. Ah, très bonne question, La question, Patrick. oui. Est-ce que j'ai fait une évaluation de performance de mon employé, mon associé? Ben, moi, je vous le recommande de le faire à tous les ans. Suis-je un bon associé? Là? De se poser cette question-là à tous les ans, puis faire une auto-évaluation, chacun de notre bord, puis de s'en parler aussi de vive voix. Mais si nos rôles, nos responsabilités sont claires, les responsabilités, j'ai dit, c'est être redevable de. Puis des fois, il y a une question clé que je me pose moi-même. Si j'étais un employé dans cette entreprise-là avec le salaire que je gagne actuellement, est-ce que je serais satisfait de ma performance? Puis c'est un peu cette question-là qu'il faut poser à notre associé. Donc, il y a une introspection. Chacun devrait faire une introspection, revenir puis en discuter aussi ensemble. Mais c'est une mise à jour. Fait que oui, je recommande de faire la performance, l'évaluation de la performance des associés, mais justement, pour faire une évaluation de la performance, on va le faire sur les responsabilités, les résultats atteints face à ces responsabilités-là. Donc, il faut les découler en objectifs aussi précis. C'est là-dessus qu'on va pouvoir mesurer la performance, s'auto-évaluer, mais mesurer la performance aussi de nos associés. Mm-hmm. Ben écoute, on est déjà à 12h58, Alexandre. Merci pour toutes ces belles pistes. Peut-être avant qu'on se laisse, j'ai envie de te poser la question qu'on a posée à notre public au début. Là. Selon toi, l'ingrédient secret principal là, pour assurer la synergie entre les associés, ce serait lequel? Si tu devais vraiment choisir un seul, là, parmi tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, sur quoi on veut mettre l'accent avant de quitter? La confiance. La confiance. C'est une question de confiance. Être associé avec une autre personne, c'est une question de confiance. Fait que si on n'a pas établi et avoir eu les bonnes bases au niveau de la confiance dès le départ, bien, ça va être difficile. Puis s'il y a un bris de la confiance tôt ou tard dans l'association, ça ne marchera plus. Fait que j'ai le goût de dire l'ingrédient secret, qui est plus secret pour vous, c'est la confiance, puis il faut bâtir autour de ça. Excellent. Mais on retient ça. Alors, se faire confiance puis faire confiance à l'autre aussi, là, de bâtir une relation de confiance, en fait, c'est ce qu'il faut. Merci, Alexandre. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi ce midi. C'est ce qui met fin donc à la série S'associer en affaires des espaces entrepreneurs qui sont présentés par la Banque nationale. J'espère vraiment que vous avez apprécié les activités et que ça vous a aidé dans votre compréhension du processus humain là, derrière le partenariat d'affaires. C'était l'objectif des deux séances. L'enregistrement va être disponible sur le site web du réseau Mentorat. Je vais vous envoyer un petit courriel à tous les participants en fait après la séance d'aujourd'hui avec le lien vers ces enregistrements-là et aussi au sondage d'appréciation. Donc, votre opinion est vraiment importante pour nous. Je vous invite à le compléter.
J'en profite avant de vous quitter pour faire un tout petit peu de promotion pour un grand événement qu'on organise au mois de novembre. Donc, le Rendez-vous Réseau Mentorat est de retour cette année, les 15 et 16 novembre, à l'Hôtel Bonaventure Montréal. On va avoir vraiment plein d'ateliers, de conférences qui tournent tout autour de la thématique de l'humain entrepreneur. Donc, un peu comme aujourd'hui, on parle de l'humain, on parle de l'entrepreneuriat. On a une super belle programmation. Alexandre, justement, va faire partie de nos intervenants pour cet événement-là. Ma collègue Emmanuelle vous partage le lien dans le chat à l'instant si jamais vous voulez aller y jeter un petit coup d'œil puis vous inscrire. Je vous encourage vraiment à vous joindre à nous. Ça va être un super bel événement. Puis, ben, je vous remercie encore, cher public. Merci encore à nos panélistes, Michel, Dani qui étaient là hier, Alexandre aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir de discuter avec vous. Puis, je vous souhaite à tous une très bonne après-midi. À très bientôt.